Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand mal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal avec la cérémonie officielle du Magal de Touba qui a vécu ce matin. Le porte-parole du Khalife général des Mourides a rappelé les recommandations de Serigne Sidi Mokhtar. Le ministre de l'Intérieur qui représentait le gouvernement de son côté a sollicité des prières pour le dialogue politique prévu prochainement. Ali Ngouille Ndiaye qui annonce également que 8 milliards sont prévus pour Touba dans le programme des villes à assainir. Et puis en sport, les Lions du Sénégal à 90 minutes d'une qualification en Coupe du Monde. Les Poulains d'Aliou Cissé qui se sont entraînés sur la pelouse du stade Polo Kouané cet après-midi affrontent l'Afrique du Sud ce vendredi à 17h. Voilà le sommaire de cette édition. Je vous rappelle que l'invité du journal, il s'agit de Matar Faye, directeur exécutif de la prévention routière du Sénégal. Il est là avec nous. On va parler donc des accidents qui ont émaillé les routes du Magal de Touba. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La cérémonie officielle du Magal de Touba 2017 avec le Khalife, le porte-parole du Khalife général des Mourides qui a tenu à faire part des recommandations de Serigne Sidi Mokhtar, notamment à la jeunesse. Il les a incités à suivre le droit chemin. Je vous propose d'écouter, c'était ce matin, des éléments donc recueillis par Alassane Ba. képp ko amuluk taalibe jaamu seytaan la sëriñ bi nee na bi ma xamee loolu da daal di jël al iraada def ko muy yoonu aw yoon ci tërbiya. À vous, les talibés, si vous refusez d'être de bons disciples, Satan sera votre maître. Serigne Touba a montré la voie pour devenir un bon mouride. Il suffit de se conformer à ses recommandations. Le vrai mouride est juste, véridique et sincère. te moom murid bi dara du ko noot lu dul yàlla kenn du ko moom. du jaamu kenn wala lenn lu mel ne bakkan wala alal wala daraja wala àddina. Là, nous restons toujours sur cette cérémonie officielle du Magal avec le ministre de l'Intérieur qui a sollicité des prières pour la réussite du dialogue politique prévu dans les prochains jours. Il a également rassuré la communauté mouride face aux difficultés notées dans la distribution de l'eau dans la ville sainte. Les détails avec Alassane Ba. Pour l'assainissement de la ville de Touba, le gouvernement a investi depuis 2012 près de 9 milliards de francs CFA. En plus de cela, le président Macky Sall a pris l'engagement
dans le programme spécial d'assainissement de 10 villes du Sénégal d'y ajouter Touba. Au moins 8 milliards vont être investis et ça peut aller même jusqu'à 12 milliards de francs CFA. Le contrat est déjà signé, il ne reste que le démarrage des travaux. Senelec a investi 2 milliards 900 millions de francs CFA sur un programme de 4 milliards. Tout ceci pour avoir de la qualité ici à Touba. milliards ak juróom-ñeenti téeméeri millions ci programme boo xam ne bii ñeenti milliards la loolu lépp pour fexe ba courant bi ñuy am ñu am ko qualité bu gën. Voilà, c'était plutôt l'extrait avec le ministre de l'Intérieur qui prévoit 8 milliards de francs CFA pour Touba dans le programme des villes à assainir. Ali Ngouille Ndiaye qui a également rappelé que depuis 2012, l'État a mis 9 milliards pour l'assainissement de la ville sainte de Touba. Le ministre de l'Intérieur, nous restons avec lui, qui a sollicité donc des prières pour la réussite du dialogue politique prévu dans les prochains jours. Lui qui a rassuré la communauté mouride face aux difficultés dans la distribution en eau dans la ville sainte. Alassane Ba. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé dans son discours. Le dialogue avec la classe politique. Chef de la délégation gouvernementale présente la cérémonie officielle à Touba, Ali Ngouille Ndiaye sollicite des prières pour la réussite de ce rendez-vous. Président Macky Sall jox na ma ndigal ñu tàmbali waxtaan. Le président de la République m'a instruit de ñëpp ñi nga xam ne ñi dañoo séq ak ñoom pour évaluer les élections précédentes et préparer celle de 2019. élection yi ñu génn Nous sollicitons tey waajal élection yi ñuy ñëw 2019 entre nous. ñuy ñaan ngeen ñaanal ñu ci ak déggoo am ci suñu biir bu ñu waxtaanee fas nañ ko yéene tàmbali ci fan yi di ñëw. yéen ñi nga xam ne yéen yëngatu ci luy defar am réew mi ngi leen di digal ngeen di moytandiku politique bu yàq ak bokk di féewale ay dëkkandoo ak jur ak noonu ci seen biir. Le khalife vous ndax ku wax ne da ngaa bëgg a jiite am réew wala ab gox ci réew mi nga nekk da ngaa war a tàmbalee sa liggéey ci rafetal am na ya ngay wute. ginnaaw boo xamee ne yéen ñiy def politique li ngeen wax ne moo leen tax a jóg ngeen sos ay mbooloo ngir àgg ca loola ngir taxaw nit ñi womat leen mu jëm ci kanam bu fekkee amul leneen lu ci rax war ngeen a mën di toog ngir waxtaan ak weccoonte ay xalaat ci lu soxal njëriñul ñëpp. ndax loolu yàlla suñu borom digaloon na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Rendez-vous donné l'année prochaine. Les rideaux sont tombés sur la 123e édition du Grand Magal de Touba. Face aux différents couacs notés côté eau, le gouvernement compte prendre les dispositions idoines. Serigne bi ci wàllu ndox. Le gouvernement a investi plus de 2 milliards dans le secteur eau ici à Touba. président Macky Sall toogee ba léegi ci biir Touba dem na ñaari milliards ak juróom-ñaari téeméeri millions. Malgré tout cela, nous avons noté des difficultés dans certains quartiers durant ce magal. Le gouvernement compte li nga xam ne li daf koy fay ngir forage yi leen di may ndox di tàkk ñaar fukk ak juróom benn forage ay milliards la at mu nekk. loolu lépp nag terewul ñu gis ay jafe-jafe ndox ci yenn quartier yi ci Touba ci màggal gi. gouvernement bi dana teel a jëlaat ay matuwaay waxtaan ci ak kuréel gi nga xam ne gi mooy saytu mbiru ndox te sëriñ bi dénkoon ko pour que ñu mën a indi solution définitive ci jafe-jafe ndox ci Touba rawatina ci bisu màggal gi. Le khalife général des Mourides par la voix de son porte-parole ainsi que le gouvernement par la voix du ministre de l'Intérieur ont tenu à prier pour le repos des âmes des 44 victimes d'accidents sur la route de Touba. sëñ bi mi ngi leen ñaan suñu borom jéggal leen te xaaral leen aljana. Alassane Ba, merci. De nombreux couacs relevés par Maître Khassimou Touré dans l'organisation du Magal de Touba. Problème d'eau, coupure d'électricité, entre autres difficultés notées malgré les efforts de l'État. L'avocat propose la tenue d'assises nationales pour réfléchir en profondeur sur l'organisation des grands événements religieux au Sénégal. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Mame Biram Diouf et Thierno Laurent Mendy. Il faut saluer les efforts énormes qui ont été consentis par les pouvoirs publics pour la réussite de cet événement. Mais on peut comprendre, on peut essayer de comprendre, parce que c'est un événement qui devient chaque jour de plus en plus grandiose, qui traite des foules énormes, qui intègre de nouveaux chapitres
qui n'ont pas été prises en compte ou bien qui sont des chapitres liés à l'organisation classique de ces grands événements. Il faut rénover, il faut innover, il faut réfléchir, il faut penser les organisations des grands événements. Les critères classiques sont dépassés. Il faut réadapter. Et je pense qu'avec le concours de tout le monde, l'on parviendra à trouver, comme je le disais tout à l'heure, la solution efficace et efficiente. Encore une fois, les autorités religieuses de Touba ont joué leur partition, ont fait ce qu'ils devaient faire. Elles ont saisi à temps les autorités publiques, les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics aussi ont géré leur partition, ont fourni le maximum d'efforts, ont fait ce qu'ils pensaient être bien et bon pour la communauté, pour l'organisation de cet événement. Mais malheureusement, il y a eu des flops. Ces flops sont à regretter, mais c'est des flops qui sont inhérents aux organisations des événements de tel enjeu. Donc il faut que nous ne voilions pas la face, que nous posions le débat de façon responsable et que les solutions les plus appropriées, les plus adéquates soient trouvées pour que les événements qui se sont passés, aussi bien sur le plan de la circulation dans les routes qu'au niveau de l'organisation logistique et matérielle de l'événement, que c'est quoi que soit bientôt un mauvais souvenir. Magal Touba 2017, donc beaucoup de morts sur les routes, certains avancent même plus de 50, et pour en avoir le cœur net, nous sommes en ligne avec le lieutenant Yatma Dieye de la brigade des sapeurs-pompiers. L'on fait signe qui n'est pas encore là, certainement, nous le retrouverons après cet élément. Tour au Parc Lambaye et à la salle des ventes, deux endroits connus pour la forte présence des commerçants originaires du Baol. En ce lendemain du 18 Safar, les activités économiques sont au ralenti. L'ambiance habituelle n'y est pas ce matin. Reportage signé sur place Aminata Baresso et Pape Sangonembaï. Salle de vente, un carrefour commercial niché au centre-ville de Dakar. Ici, on y pratique différentes activités économiques. Ici, il y a des vendeurs de téléphones portables, armoires, bureaux, salons, matelas. Avant le Magal, il était quasi impossible de circuler sur ce carrefour. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Avec la célébration du Magal de Touba, la plupart des commerçants sont dans la cité religieuse. J'étais à Touba. Je suis revenu ce matin. Parce que Parc Lambaye est un lieu fréquenté par des commerçants originaires du Baol. À pareille occasion, ils retournent à Touba pour célébrer le Magal. Wow. Tous les magasins sont fermés, ils sont tous partis à Touba. Conséquence, les échanges commerciaux sont à la baisse. La majorité des commerçants sont actuellement à Touba, c'est pourquoi les ventes tournent au ralenti. Certes, je suis venu pour vendre mes produits, mais je crains que je vais fermer boutique, car je ne vois plus d'acheteurs. Si on ne voit pas des acheteurs, et puis on ne voit pas les vendeurs, vraiment, le commerce là, c'est obligé de s'arrêter, quoi. Sur ces lieux, des commerçants originaires du Baol sont majoritaires. À l'occasion du 18 Safar, leur absence se fait sentir. Aminata Baresso, merci. Je vous l'annonçais tout à l'heure. Beaucoup de morts sur les routes durant ce Magal. Certains annoncent même plus de 50. Pour en avoir le cœur net, nous sommes en ligne avec le lieutenant Yatma Dieye de la brigade des sapeurs-pompiers. Monsieur Dieye, bonsoir. Allô? Allô, monsieur Dieye? Allô, monsieur Dieye, vous êtes là? Allô? Alors oui, donc beaucoup de morts sur les routes durant ce Magal, lieutenant Yatma Dieye, donc de la brigade des sapeurs-pompiers. Est-ce que vous pouvez nous faire l'état des lieux, le bilan à mi-parcours, si l'on sait que tout n'est pas encore fini? Voilà, monsieur, bonsoir. Donc le détachement de la brigade nationale des sapeurs-pompiers sous les ordres du colonel Mamadou Ndoye et qui participe à la couverture sécuritaire et médicale de la 123e édition du Grand Magal de Touba, a effectué jusqu'à ce jour, jeudi 9 novembre 2017, 211 interventions. Sur les 211 interventions,
Les 130 sont des interventions relatives à des accidents de la circulation et ont occasionné 600 victimes, dont 42 corps sans vie. 42 corps sans vie. Merci, merci donc M. Dieye pour ces précisions. Notre invité dans ce journal, il s'agit donc de Matar Faye, directeur exécutif de la prévention routière du Sénégal. Bonsoir. Bonsoir, cher. Alors, vous avez entendu M. Dieye de la brigade des sapeurs-pompiers, 42 corps sans vie, plus de 600 blessés. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui est à l'origine de cette série de drames? Merci beaucoup pour votre invitation. Je voudrais tout d'abord présenter au nom de la nouvelle prévention routière et au nom de la FSA nos sincères condoléances suite à ces nombreuses pertes en vies humaines à cette présente édition du Magal de Touba 2017. Je voudrais dire que ce qui s'est passé cette année sur les routes est inacceptable. 42 victimes, comme l'a annoncé tout à l'heure le lieutenant Yatmeye. Plus de 600 blessés. Oui, c'est ça, tout à l'heure c'était 41 morts, donc peut-être qu'il y a eu un de plus en l'espace peut-être de quelques heures. Je dis qu'en fait, même un mort de trop, un mort de plus, c'est toujours un mort de trop. Alors, je voudrais peut-être dire une chose. Sur la route, nous avons plusieurs types de conducteurs. J'en ai dénombré dans le cadre d'une étude avec l'université d'Angers en France, 3 catégories. Le premier groupe, ce sont des conducteurs qui ne méritent pas leur permis parce que n'ayant fait aucune formation et qui ne sont pas prêts à respecter les règles de circulation. Vous parlez des transporteurs? Des chauffeurs, des conducteurs en général. Mais à 80% des chauffeurs de transport public de voyageurs, donc des chauffeurs professionnels. Le deuxième groupe, ce sont des conducteurs qui ont le permis, qui connaissent les règles, mais qui décident d'enfreindre les lois. Qui pensent qu'en fait, ils peuvent faire un dépassement en 4e, 5e position, qui peuvent chevaucher une ligne continue, qui peuvent faire ce qu'ils veulent sur la route sans jamais être inquiétés. Il y a le troisième groupe. C'est un petit nombre, je dirais même 5%, ce groupe-là de conducteurs, des conducteurs qui ont leur permis, qui connaissent les règles et qui conduisent dans le respect de la règle, qui respectent les prescriptions du code de la route. Et les 2 premières catégories, ce sont ces gens-là qu'on appelle des conducteurs agressifs parce qu'ils développent des conduites à risque. Et ça, on le voit partout, que ce soit Magal, Gamou ou même en dehors de ces événements, ce sont ces gens-là qui conduisent comme ils veulent sur la route sans jamais être inquiets. Mais dans ce cas, on voit quand même des chauffeurs qui vont au-delà de leurs limites, par exemple, essayer de faire des va-et-vient alors que... Exactement, parce qu'en fait, la plupart, quand on parle, à l'approche des événements religieux, où il y a beaucoup de monde sur les routes, où les routes la circulation est très dense, nous lançons des appels au civisme, des appels à travers les radios, à travers les télés, pour inviter les usagers à avoir un comportement beaucoup plus responsable et beaucoup plus citoyen au volant de leur véhicule. C'est vrai, la sensibilisation à elle seule, M. Diao, n'a jamais suffi pour stopper les accidents. Parce que pour ceux qui connaissent véritablement la sécurité routière, elle requiert 3 composantes. La première, c'est en fait qui est indéniable, c'est par là qu'il faut commencer, c'est la formation des conducteurs. Comment pouvez-vous voir des gens détenir un permis de conduire sans connaître les règles de circulation? La deuxième chose, il faut absolument qu'il y ait des campagnes de sensibilisation massives et répétées. Et la troisième chose, bien entendu, la troisième chose, c'est en fait comment on peut être spectateur devant certaines pratiques sur la route. Voilà, M. Faye, à vous entendre parler, ce sont les chauffeurs qui sont responsables, mais quand même, la sécurité routière relève quand même de la responsabilité de l'État. La sécurité routière relève de la responsabilité de l'État. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la sécurité routière, ce n'est pas théorique. La sécurité routière, ce n'est pas de l'abstrait, c'est du concret. C'est-à-dire qu'il faut tout un ensemble de composantes, un ensemble d'éléments, un ensemble de moyens. Mais justement, quand vous parlez de tout un ensemble, même, on voit des voitures surchargées qui passent des contrôles de police. Voilà. Je vais en venir. Quand je parle de ces moyens, retenez qu'à l'absence de ces moyens, les gens retourneront toujours à l'état naturel. C'est-à-dire ils vont toujours se dire qu'on nous impose des choses, mais il est vrai qu'en fait, on ne va rien respecter parce que rien ne nous arrivera.
Aujourd'hui, ces moyens, c'est quoi? Ce sont des moyens cognitifs, c'est-à-dire la formation. La formation qui a un rôle éminemment important dans le cadre de la sécurité routière. Il y a également les sensibilisations que nous faisons à longueur d'année, chaque année, à chaque événement, qu'il y ait événement ou pas, on fait des campagnes de sensibilisation. Mais aujourd'hui, face à ces conducteurs agressifs, face à ces conducteurs à risque, il y a une absence, ou bien peut-être, je ne dirais pas absence, mais une insuffisance au niveau du binôme contrôle-sanction. Ça, il faut... Mais nous les voyons tous sur la route, tu vois, c'est pas, mon Karindiaganda est rempli de personnes. Mais justement, ça passe comme ça, les checkpoints sans problème. Je disais sur les ondes de la RFM avant-hier qu'effectivement, en allant sur la route avec mes équipes, on a croisé pas mal de cars où des pèlerins étaient sur les toits, ce qui est encore beaucoup plus dramatique parce qu'un petit mouvement de rien du tout des déséquilibres, tous ces gens-là vont tomber et ils seront écrasés. On voit également des gens sur les marchepieds. Mais ça, je dis que c'est vrai qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque automobiliste. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que force reste à la loi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut tout simplement que les dispositions réglementaires existantes puissent être appliquées. C'est-à-dire que tout le monde, c'est-à-dire en fait que quand il s'agit de réprimer, qu'il n'y ait pas de parti pris, c'est-à-dire qu'en fait que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et que, en plus de ça, on nous parle de beaucoup de mesures, hein. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Dit parmi ces 10 mesures-là, par rapport aujourd'hui, devant l'urgence, moi je pense qu'en fait, toutes ces mesures-là, elles sont très bonnes. On nous parle du permis à point, on nous parle de beaucoup de choses. Mais je pense que devant l'urgence, ce qu'il faudrait faire, il faut qu'on intervienne assez rapidement à chaque fois qu'il y a un manquement dans la circulation. Ça peut aller jusqu'à peut-être... Est-ce que ces mesures-là ont pris en compte les grands événements religieux comme les Gamou et les Magal? Parce qu'on parle de zéro tolérance zéro par rapport au téléchargement, par rapport aux surcharges. Vous l'avez même dit, hein, qu'en fait la sécurité routière relève de la responsabilité de l'État. Quand l'État met en place une batterie de mesures, c'est vraiment pour juguler un peu ce manquement. C'est pour effectivement lutter efficacement contre l'insécurité routière. C'est vrai qu'il y a une panoplie de mesures, mais moi je dis qu'aujourd'hui, il y a une urgence. On n'a pas besoin de tenir des assises pour voir en fait ce qui est à l'origine des accidents. On le sait à suffisance. On sait exactement ce qui est à l'origine de ces accidents. Ce qui manque le plus, c'est en fait le binôme contrôle-sanction. Comment voulez-vous que les gens, quand ils laissent partir au Magal, qu'ils fassent ce qu'ils veulent sur la route, mais je pense que même qu'ils veulent aller répondre à l'appel du Cheikh. Aller répondre à l'appel du Cheikh, c'est quoi? C'est y aller dans la discipline, c'est y aller dans l'ordre. Mais quand on laisse les gens aller dans le désordre, faire ce qu'ils veulent sur la route, mais il y a combien de gens qui ont manqué à l'appel? Je ne parle pas de ces morts, de ces 42 morts, mais ces blessés qui ne seront jamais à Touba et qui, on n'est pas sûr, ils peuvent ne jamais sortir de leur blessure. Non, M. Faye, ces mesures-là, pour en revenir à ces 10 mesures, c'est bien de prendre des mesures, mais aussi, quelque part, il faut le matérialiser, parce que, quand même... Parmi ces mesures-là, on parle aussi de la vétusté de ces véhicules. Et tout le monde sait que, quand même, c'est des véhicules pratiquement de plus de 50 ans, même de 30 ans qui circulent. Et ça, c'est un problème. Effectivement, des transports publics de voyage, effectivement, on peut même voir des véhicules. Parce que, bon, j'ai fait également une étude sur, effectivement, ces moyens de transport en commun. Mais c'est vrai que la moyenne d'âge est de 25 ans. Bon, au niveau des transports publics de marchandises, la moyenne d'âge est de 35 ans, 40 ans même. Alors, moi, je dis qu'en fait, dans un pays, si on veut organiser les choses, on ne doit pas prendre ça avec des gants. Je pense qu'aujourd'hui, et ça je suis persuadé, que tant que les chauffeurs de transport public de voyageurs ne sont pas formés correctement, on n'aura jamais de sécurité routière. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 80% des accidents de la circulation relèvent effectivement de cette catégorie de conducteurs. Aujourd'hui, nous avons proposé avec la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance la construction d'un centre national de formation destiné aux chauffeurs professionnels, qu'il s'agisse de chauffeurs de transport public de voyageurs, qu'il s'agisse de chauffeurs de transport public de marchandises, mais également les chauffeurs de l'administration. Et sur ça, on avait annoncé, lors du dernier conseil interministériel, sur lequel nous avons l'accompagnement du Premier ministre qui a validé ce projet, qui nous accompagne, et nous allons voir très prochainement comment, avec la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance, nous pouvons être reçus par le Premier ministre pour lui exposer ce projet-là qui, à mon avis, si c'est la base, quand il n'y a pas de formation initiale. Aujourd'hui, moi je peux vous dire, cher,
Sur 107 chauffeurs que j'ai interrogés, seuls 12 sont passés par un centre de formation. C'est inacceptable. Et souvent, on nous parle de respect des règles de circulation. Mais M. Diao, comment peut-on respecter ce que l'on ignore? Ce n'est pas possible. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que ces gens-là retournent à l'école. Et qu'en plus maintenant de cette formation, que force reste à la loi. On ne peut plus accepter dans un monde quand même qui aspire à l'émergence, qu'on laisse quand même certains manquements sur la route. Ce n'est pas possible. Voilà, vous disiez beaucoup miser sur l'information et la sensibilisation. Est-ce que c'est un travail qui porte ses fruits aujourd'hui, vu l'état de la situation? Mais l'étude que j'ai faite montre qu'en fait la formation est un excellent outil disons, pour réduire les accidents de la circulation. Mais aussi, c'est un outil pour acquérir des compétences et des connaissances. C'est un outil également pour élever le niveau de professionnalisation. Et en dernier ressort, c'est un outil, c'est un levier pour un changement de comportement. Et tant que ces gens ne sont pas formés, tant qu'on ne revoit pas tout le système, parce que c'est ce que j'appelle même l'incohérence du système, parce que la sécurité routière, c'est un triptyque. Il faut la formation, il faut la sensibilisation et il faut le binôme contrôle-sanction. Il ne faut pas que les gens prennent la sanction comme étant, je ne sais pas, empêcher de tourner les gens en rond. Mais il faut qu'ils sachent que la sanction n'est pas seulement utilisée à des fins punitives, mais elle est également utilisée à des fins préventives et curatives. Souvent, après des accidents, on parle d'enquêtes. Est-ce qu'elles sont sérieusement menées, ces enquêtes? Parce que quand même, on se dit que ces conclusions à la longue devraient permettre d'atténuer le phénomène. C'est pourquoi je vous dis qu'en fait, ça ne sert à rien de faire des assises. On sait exactement ce qui est à l'origine des accidents de la circulation. À chaque fois qu'il y a des événements tels que Magal, Gamou ou peut-être autre événement, peut-être Tabaski, etc. Ce qui tue le plus, c'est la vitesse, c'est la fatigue et c'est la somnolence. N'allons pas chercher ailleurs. Parce que les gens pensent qu'en roulant vite, ils gagnent du temps. Malheureusement, il a été démontré que la vitesse ne fait pas gagner du temps. Deuxièmement, quand les gens sont fatigués, ils sous-estiment leur fatigue. Ils se disent, non, tiens, bon, il me reste juste 10 km, 20 km, je préfère arriver et me reposer. Malheureusement, il y a des gens qui n'arriveront jamais alors qu'ils sont à 5 km ou bien à 2 km. Troisièmement, quand on a sommeil, mais la sagesse voudrait qu'on arrête de conduire et qu'on aille dormir. Et aujourd'hui, je pense qu'en fait, il faut aussi revoir même la responsabilité également des transporteurs. Parce qu'il faut que ces gens-là soient protégés, ces conducteurs-là. Ce sont des jeunes, je dirais même parfois même irresponsables, qui n'ont pas compris grand-chose. Il y en a qui ont été formés dans le cadre du renouvellement du parc automobile. Et là, je salue vraiment l'œuvre de l'État à travers les études qui, en fait, organise des formations post-permis pour les conducteurs de Tata. La plupart de ces conducteurs-là ont été formés après leur permis pour élever le niveau de conscience, pour leur permettre d'avoir un comportement plus responsable sur la route. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les chauffeurs de Tata, il y a les Ndiagandia, il y a les taxis, il y a les cars rapides. Je pense qu'en fait, si nous voulons développer le transport, il faut absolument qu'on passe par la formation initiale. Et ça, c'est une mesure que j'avais annoncée il y a 10 ans. Lorsque M. Hadjibou Soumaré était Premier ministre, lors d'un conseil interministériel, en lui faisant comprendre que j'aurais souhaité que tout candidat au permis de conduire puisse passer par une auto-école. Il avait salué cette initiative-là. Jusqu'à présent, ça n'est pas fait. Voilà. La deuxième chose, c'est que ce sont des choses que j'avais proposées il y a 10 ans. Quand je parlais d'interdire la circulation des transports publics de voyageurs entre 23h et 6h du matin, mais personne n'y croyait. J'ai même été insulté, on m'a traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, quand les gens disent oui, il faut fermer les gares routières à partir de 23h. Mais si vous fermez les gares routières, les gens vont se mettre sur la route pour voyager. Il faut interdire la circulation des transports publics de voyageurs et permettre aux conducteurs de se reposer, mais également de prendre le volant tranquillement au petit matin. Alors, M. Faye, maintenant le Magal est derrière nous, le Gamou se profile à l'horizon. Est-ce que quelque part quand même vous avez prévu des campagnes de sensibilisation pour qu'on n'ait pas ce même bilan? Mais tout à fait. C'est-à-dire, en fait, comme j'ai toujours dit, la sécurité routière, ce n'est pas seulement la sensibilisation. Même si les gens, au départ, ne sont pas formés, on va les sensibiliser pour effectivement essayer de changer un peu leur comportement, même si c'est 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais il faut qu'il y ait des sanctions. C'est-à-dire, moi, je suis catégorique, tant que ces sanctions-là ne sont pas appliquées, ne sont pas opérationnelles, en fait, dans la tête de certains, je ne parle même pas des chauffeurs de transport, mais de tous les conducteurs, les gens vont se dire, tiens, moi, je peux... Quand on parlait de sanctions, jusqu'à quel degré? Alors, moi,
Je prends par exemple un car qui a sur son toit des conducteurs, des passagers, ou bien sur les marchepieds des passagers, ou bien qui est en train de faire un dépassement sur une ligne continue, sachant qu'en fait, c'est une conduite à risque, ça peut dégénérer. Qui ne respecte pas un feu tricolore, qui ne, je sais pas, qui prend un sens interdit, en fait, il faut que la sanction tombe immédiatement, qu'on fasse intervenir ce que dit la loi. Parce qu'il faut le dire aussi, il y a un arsenal répressif, législatif qui est là, mais il faut qu'on l'applique. En attendant, effectivement, que le permis à point puisse entrer en vigueur. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a sur les toits de son véhicule des passagers, il faut immobiliser le véhicule. Non seulement lui faire payer une amende, mais essayer de le retarder là-bas. Moi, je pense qu'en fait, ou même mettre en fourrière le véhicule. Moi, je pense qu'en fait, il y a des sanctions très simples. Pas seulement, parce qu'en fait, moi, quand je parle des sanctions, je mets tout le monde au même niveau. C'est-à-dire, en fait, je les lose à la même enseigne. C'est-à-dire, je ne parle pas des chauffeurs de transport en commun, mais je parle non seulement des chauffeurs de transport en commun, mais également des chauffeurs particuliers. Parce qu'aujourd'hui, dans les catégories de conducteurs que j'ai évoquées au plus haut, il y a également des particuliers qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est que voilà des gens qui tout le temps cherchent à négocier avec les règles de circulation. Le code de la route est une loi. On connaît ou on ne connaît pas. Et je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas respecter ce que l'on ignore. Il faut que les gens soient formés, mais si les gens sont formés, si les gens sont sensibilisés et qu'ils ne veuillent pas comprendre, mais franchement, je lance un appel du côté des forces de défense et de sécurité de ne plus jamais cultiver de ne plus développer la culture de la concession. C'est-à-dire de ne plus laisser faire le masla, mais de sanctionner. Parce qu'en fait, une sanction, ça tombe aujourd'hui, demain ça tombe, après les gens se passent le mot, attention, rien n'est plus comme avant, ou rien ne sera plus comme avant, les gens sont sur la route et ils sont prêts quand même à mater. Donc je pense qu'en fait, c'est à partir de ce moment seulement que les gens pourront mettre leur véhicule, mais rester en fait avec un comportement responsable et appréciable. Voilà, merci M. Faye, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h de la TFM. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. La suite de ce journal avec l'hôpital régional de Ziguinchor en quête de ressources financières additionnelles pour mieux faire face à sa mission. La structure sanitaire a décidé d'organiser à cet effet un téléthon. Là-dessus, nous écoutons le directeur de l'hôpital interrogé par Boubacar Diassi. Nous sommes une structure où il n'y a pas de logement. Il n'y a aucun logement pour les médecins. Et nous accueillons également des stagiaires. Et tout cela, en ce qui concerne le logement des médecins, en ce qui concerne le logement des stagiaires, c'est nous qui gérons cela. Et nous avons dit qu'il était important de construire des logements au sein de la structure qui permettraient de rapprocher le personnel au service. Et en cas d'urgence, que ce personnel puisse arriver à temps opportun pour mieux prendre en charge le malade. Et c'est la raison pour laquelle nous avions considéré qu'il était important d'organiser un téléthon. Et nous avons l'appui et l'accompagnement de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Elles sont prêtes à nous accompagner dans l'organisation de ce téléthon, mais également les pharmaciens de la commune de Ziguinchor qui sont réunis en association sont prêts à nous accompagner dans l'organisation de ce téléthon. Puis vers la mise en place d'un document de stratégie nationale de cybercriminalité, c'est l'objectif du Sénégal qui veut ainsi suivre les recommandations de la CEDEAO. Une rencontre de partage pour valider le document s'est tenue ce matin. Là-dessus, nous écoutons Souleymane Diallo, directeur de cabinet du ministère de la Communication et des Télécommunications, au micro de Fatou Bintou Conté et Mohamed Dia. Comprenez bien l'enjeu aujourd'hui. Déjà, nous visons dans le cadre de la vision Sénégal 2025, nous avons une vision qui consiste à dire qu'à l'horizon 2025, nous souhaitons qu'il y ait le numérique pour tous et pour tous les usages. Donc si nous encourageons l'inclusion numérique, l'accès au numérique, nous encourageons l'intégration du numérique dans tous les secteurs d'activité économique de ce pays, il est fondamental également par ailleurs que nous puissions encadrer en réalité l'utilisation de ce numérique. Parce que vous savez que la sécurité, l'utilisation des TIC présente beaucoup de risques majeurs. Aujourd'hui, il y a même des risques sécuritaires au niveau national et international. Vous connaissez ce qu'est la cybercriminalité. Il y a également des risques liés à la protection des données privées. On ne peut pas se permettre en réalité de faire des transactions électroniques, bancaires, laisser des informations sérieuses, en réalité privées, importantes au niveau de certains serveurs, et puis en fait que ces informations soient utilisées pour d'autres fins. Et c'est pourquoi en réalité nous devons mettre en place une stratégie
cohérente qui puisse permettre de prendre en charge l'ensemble des risques possibles. Un mot de football à présent avec les Lions du Sénégal à 90 minutes d'une seconde qualification à la Coupe du Monde de football. Les Lions, les poulains d'Aliou Cissé qui se sont entraînés à 17h sur la pelouse du stade de Polokwane. Les Lions qui devront faire preuve de maturité et de lucidité. C'est l'avis de notre confrère de la RFM, Youssouf Bodian, qui a rencontré nos reporters Chertidiane John et Pape Sangoné Mbaye. Va-t-on vers une deuxième qualification du Sénégal pour une Coupe du Monde après celle de 2002? La rencontre Afrique du Sud-Sénégal pour le compte de la deuxième journée des phases qualificatives va se jouer ce vendredi. Ce remake, un match décisif pour les poulains d'Aliou Cissé. On a raté 3 Coupes du Monde entre-temps. Même si la Coupe du Monde 2014, on était quand même proche avec ce match-là contre la Côte d'Ivoire et le match retour à Casablanca. Mais je pense que vu le parcours de l'équipe et un peu le collectif qui joue ensemble depuis quelques temps, on est vraiment proche d'une qualification en Coupe du Monde. On n'a jamais été si proche à mon avis. Pour ce journaliste sportif, les Lions de la Teranga doivent faire preuve de maturité et de lucidité face au Bafana Bafana. Pour moi, c'est un match qui sera intense parce que les Sud-Africains ont l'habitude de jouer ensemble, ils ont un collectif et ils ont des joueurs rapides. Et en face, nous en défense, on a quand même des joueurs très bons, tels que Kalidou Koulibaly. On va voir qui va remplacer Kara. On parle soit de Salif Sané comme d'habitude ou bien de Cheikhou Kouyaté, mais des joueurs qui sont quand même grands de gabarit, donc qui vont faire face à de petits attaquants. C'est aussi une autre équation tactique que Aliou Cissé devra relever face à ces Sud-Africains. Essayer de mettre les balles directement dans la défense du Sénégal pour espérer avoir des pénaltys ou prendre de vitesse la défense du Sénégal. Mais tout ça, je pense que le coach est conscient de ça. Pour Youssouf Bodian, c'est le moment pour Sadio Mané d'écrire une nouvelle page dans l'histoire du football sénégalais. Les Sud-Africains, naturellement, quand on leur demande un joueur sénégalais, ils vont te citer Sadio Mané. Vu les performances du joueur, ce qu'il a montré dernièrement contre West Ham, ces 2 passes décisives, je pense que c'est un atout de taille. Et Sadio aujourd'hui, comme El Hadji Diouf l'a fait en 2002, il est entré dans l'histoire et lui aussi, c'est son match. Il doit faire tout pour qu'on dise qu'en 2017, Sadio Mané avait mené le Sénégal à une Coupe du Monde. Il a les moyens pour le faire et il doit le faire pour entrer dans l'histoire. Les protégés d'Aliou Cissé comptabilisent 8 points au moment où leur adversaire Bafana Bafana en ont 4. La match retour de la double confrontation aura lieu le 14 novembre prochain à Dakar. Merci à vous, Chertidiane John. Coup d'envoi de ce match donc demain à 17h, temps universel. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.